Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Et si vous vous intéressez à l'immobilier, qui ne s'est pas dit un jour « Qu'est-ce que j'aimerais être promoteur immobilier ?» C'est-à-dire celui qui construit des logements à vendre. Le hic, c'est que c'est un métier et que ce n'est pas à la portée de tous. Et si nous disions qu'il est aujourd'hui possible de devenir un petit promoteur immobilier grâce au crowdfunding. Et cela tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Truchard, président cofondateur de l'IMO, un acteur majeur du crowdfunding immobilier en France. Damien Truchard, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Le crowdfunding, mot un peu barbare pour parler de financement participatif immobilier. Quel est le fonctionnement ? C'est je suis un particulier, je prête de l'argent à l'IMO pour construire des logements et une fois ces logements vendus, eh bien, on me rend mon argent avec les intérêts. C'est ça le fonctionnement ? Comment ça marche ? Exactement, c'est exactement ça. Merci de m'avoir invité tout d'abord. Donc, je vais expliquer pour que ça soit clair pour tout le monde. Je vais essayer d'expliquer sur un projet standard ce que ça peut donner. Donc, je vais prendre le premier projet qu'on a réalisé en 2013. Donc, c'était un projet de 5 logements dans une commune qui s'appelle Balma en première couronne toulousaine. Oui. Et donc, dans ce projet-là, on avait un permis de construire qui était obtenu purgé, on avait des préventes qui étaient faites et on avait un financement bancaire. D'accord. Et comme au même titre qu'un particulier, la banque demande des fonds propres aux promoteurs pour financer le projet. Oui. Et au même titre que le particulier, on doit les apporter par un moyen que nous devons trouver quelque part. Exactement. Et donc, à l'époque, on s'est dit, est-ce que la foule ne peut pas participer à l'apport de fonds propres ? Oui. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a sollicité une base d'investisseurs qui ont été très positifs sur le sujet. Et donc, on a récupéré à l'époque 50 000 euros auprès de 25 personnes de manière très, très rapide. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on a déployé ce modèle-là. Et donc pour faire répondre à votre question sur comment ça se passe, donc chaque projet que nous réalisons est réalisé dans le cadre d'une SAS, oui, qui émet un emprunt obligataire. D'accord. Et cet emprunt obligataire dure 24 mois à peu près. Et les intérêts de l'emprunt obligataire sont versés in fine quand les logements sont vendus et livrés. D'accord. Et donc le principe, c'est celui-là. D'accord, un peu le même principe que finalement lorsque le chanteur Grégoire avait lancé son opération. Exactement. On est dans ces années-là, je crois, en 2013. Exactement, et ça vient de là d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, parlons chiffres un petit peu. Ce marché a doublé en montant de collecte par rapport à 2018 pour atteindre, je crois, si mes informations sont bonnes, 129 millions d'euros au 1er septembre 2019, malgré plutôt une stabilisation de la construction. Alors pour le particulier investisseur, parce que ça c'est ce qui intéresse peut-être nos auditeurs, quelle est la durée du placement et surtout, quel est le rendement que vous proposez à vos investisseurs ? Alors, le placement, la durée du placement moyen aujourd'hui, c'est à peu près 18 mois. Oui. Et le rendement qui est promis initialement, c'est entre 7 et 12%. D'accord. Donc c'est quand même très intéressant. Exactement. 7% brut. Brut, ouais. Ouais. Donc on expliquera peut-être plus tard la fiscalité, mais aujourd'hui l'IMO, sur la plateforme, les taux les taux de rendement qu'on a remboursés s'élèvent à 9,8%. D'accord. Ah oui. Donc là, on avoisine les deux chiffres, c'est quand même très bon. Et donc, alors finalement, à vous écouter, ça paraît simple, mais l'immobilier, et je pense que nos auditeurs peuvent en témoigner, ce sont des aléas et des surcoûts dans la construction, des retards aussi, puisqu'on verra un petit peu plus tard que vous êtes aussi promoteur, des prévisions d'achat ou de location qui ne sont pas forcément atteints, et puis même, il faut le dire, des faillites dans les secteurs, comme cela s'est produit sur l'une des plateformes leaders il y a quelques années. Alors finalement, quelles sont les conséquences pour le prêteur ? Est-ce qu'il perd tout ? Qu'est-ce qu'il devient ? Donc il faut définir les risques en effet encourus. Le premier risque que vous avez évoqué, c'est la faillite d'un promoteur. Et la faillite d'un promoteur entraîne dans la plupart des cas, la perte de la totalité de l'investissement qui a été fait, y compris les fonds qui ont été investis. D'accord. Donc il y a un risque de perte en capital qui est total. D'accord, donc il faut quand même vérifier que le promoteur a une antériorité. Exactement, et une compétence également. Voilà, ouais. Donc ça, c'est le premier aspect que vous avez évoqué. Le deuxième, ce sont les aléas, et c'est un métier qui n'est pas complexe, mais qui est très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il fait intervenir différentes parties qui sont de différents univers, et du
coup, notre métier en tant que maître d'ouvrage, c'est d'arriver à maîtriser les risques. Oui. Et donc, le promoteur doit mener cette démarche-là. Et donc, ça peut entraîner des écarts, parfois des écarts dans les livraisons. Ça, beaucoup de gens l'ont déjà connu. Des dérapages également sur des méventes, oui. Ou des coûts travaux qui augmentent, ce que vous avez évoqué. Donc, l'importance de l'étude de marché, là, quand même. Exactement. Ouais. Et du coup, le monde aujourd'hui de la promotion immobilière ou du marchand de biens est très différent de ce qu'il était il y a 5 ans. Donc, il faut une agilité qui est quand même assez grande. D'accord. Et donc, tout ça, on essaye de l'expliquer, nous, dans le cadre des opérations qu'on réalise auprès de nos investisseurs pour qu'ils soient éduqués sur le sujet. Oui. Qu'ils soient conscients des risques. Exactement. Et donc, la conséquence, c'est que ça entraîne parfois des décalages. Aujourd'hui, ça a entraîné sur 4 de nos projets des décalages dans le temps des remboursements. D'accord. Qui entraînent du coup une baisse de rendement. Mais le plus bas qu'on ait servi aujourd'hui, c'est 6%. Là. D'accord. D'accord. Alors justement, ces revenus qui sont perçus par ces investisseurs, comment ça se passe au niveau de la fiscalité ? Parce qu'on est en France quand même. Hein. Exactement. Aujourd'hui, ils sont soumis à la flat tax pour le particulier qui investit dans l'emprunt obligataire qu'on a émis par la SAS. Et après, s'il est étranger, donc on a mis en place une FAQ sur le site qui permet de répondre en fonction de la contrainte de l'investisseur les démarches qu'il doit réaliser pour savoir quelle fiscalité s'applique à lui. D'accord. Alors finalement, donc là on a dit tout à l'heure que l'étude de marché c'était un point important. Quel type de biens est-ce que vous privilégiez par rapport à des biens d'habitation, des commerces, des bureaux ? Comment est-ce que vous faites cette sélection de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de mévente, comme vous avez dit tout à l'heure ? Exactement. Alors là, on va parler un peu plus de l'IMO en tant que promoteur, pour le coup, dans cette question-là. Alors donc, pour nos auditeurs, l'IMO, L-Y-M-O. Hein. Exactement. Et donc, du coup, l'IMO, c'est spécialisé dans la réalisation de mini-résidences. Donc, j'explique ce que c'est qu'une mini-résidence. Une mini-résidence, c'est une résidence qui fait entre 5 et 25 logements, qui peut être de la promotion du marchand de biens ou du lotissement. Et c'est à mettre en parallèle de ce que font les promoteurs plus traditionnels qui généralement font des résidences de plus de 30 logements. D'accord. Donc on a choisi de travailler cette niche-là en partant du principe qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et donc du coup on creuse vraiment cet aspect-là et on s'appuie sur un phénomène urbanistique qui est la densification douce qu'on défend et qu'on essaye de porter. Oui. Et donc l'idée de la mini-résidence, c'est qu'on arrive à faire des résidences qui généralement sont plutôt bien placées dans les grandes métropoles. Oui. Parce que ça nécessite une surface foncière peut-être plus réduite. Exactement, plus petite. Donc on se devient expert entre guillemets du travail dans des espaces contraints. Oui. Et donc la conséquence également, c'est que les logements sont plus faciles à vendre. Oui. Et donc mécaniquement, on prend moins de risques de vente. Alors, pour le coup. Peut-être si vous arrivez avec votre projet de petite résidence un peu au chausse-pied, il y a peut-être des recours aussi qui sont déposés par le voisinage. Non ? Oui, malheureusement, on est soumis aujourd'hui aux aléas légaux. Oui. Donc le recours en fait partie. Oui. Donc, mais le financement participatif n'intervient que quand le recours est purgé. Ouais. D'accord. Donc ok. L'investisseur n'est pas soumis à ce risque-là. Et donc pour sélectionner les projets qu'on réalise, qui sont essentiellement 98% de l'habitation et du logement, du coup on s'appuie sur des responsables de zone, donc ce que nous on appelle responsables de zone, qui sont généralement des gens qui sont très ancrés localement. Oui. Qui ont travaillé chez des promoteurs plus traditionnels et qui ont souhaité tenter l'aventure de la promotion, et à qui il manquait généralement des compétences et de l'argent. Et donc, nous, on leur apporte... vous leur apportez toute cette structure-là et cette expérience. Exactement. Et eux-mêmes sont intéressés à la marge de l'opération, ce qui fait qu'ils ont un alignement complet sur l'intérêt des opérations qu'ils nous amènent, puisque si l'opération marche mal, ils ne sont pas rémunérés. Voilà, donc une équipe motivée. Exactement. Et finalement, la part de financement des investisseurs en crowdfunding, ça représente pas la totalité du projet, j'imagine. Non, dans 90% des dossiers qu'on fait, il y a un financement bancaire. Oui. Et donc la proportion, ce qu'on dit habituellement, traditionnellement, la proportion du financement du prêt de revient se fait à 40% par le financement bancaire, à 20% par les fonds propres, donc qui sont apportés chez nous par le financement participatif, et à 40% par les appels de fonds qu'on réalise auprès des clients qui ont acheté sur plan, que ce soit dans le cadre d'une VFA ou d'une vente d'immeubles à rénover. D'accord.
Alors, ce que l'on voit, évidemment, comme il y a eu un succès quand même depuis 2013, lorsque vous êtes déployé sur le crowdfunding, il y a de bons nombres de plateformes de crowdfunding qui sont qui sont arrivées sur le marché. Donc, on a de nouveaux acteurs qui arrivent et évidemment, il y a du bon et du mauvais. Alors, est-ce qu'il existe, je ne sais pas moi, un agrément particulier de manière à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme on dirait ? Oui, il existe. Alors, donc l'organisme de tutelle qui gère les plateformes de financement participatif tel que nous est l'AMF. Oui. Donc du coup, on a un agrément qui a pu être obtenu à partir de 2014, que nous on a obtenu en 2015, qui nous permet d'exercer cette activité-là. D'accord. Et l'ensemble des plateformes sont fédérées dans une association qui s'appelle Finance Participative France. D'accord. Qui fait qu'on se réunit entre plateformes tous les mois. Et pendant ces réunions-là, on essaye d'arbitrer un peu ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, enfin de comprendre ce qui se passe sur le marché du crowdfunding immobilier. Oui, d'accord. Et donc sur la deuxième partie de la question, qu'est-ce qui distingue l'IMO de ces plateformes-là ? C'est que l'IMO donc on est les seuls à être à la fois plateforme et promoteur. C'est important. Et on a un business model de promoteur. Donc c'est-à-dire que une plateforme, donc je l'explique, une plateforme traditionnelle se rémunère, met en relation des particuliers avec des promoteurs. Intermédiation. Et donc est sur un schéma d'intermédiation et donc doit faire du volume pour pouvoir vivre. Et vous tenez la trouelle en fait. Et nous, voilà, exactement, on est plutôt en recherche de terrain pour faire des projets. Oui. Et le financement participatif n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif de faire des marches sur des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens. Et de créer des vocations auprès de vos investisseurs. Exactement. Qui se rêvent promoteurs. Exactement. Très bien. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Emmanuel de Lyon. Les prix de l'immobilier sont très élevés. Effectivement, je confirme, Emmanuel. Que se passe-t-il pour l'investisseur en cas de retournement de marché ? Parce que ça fait partie aussi de la vie au niveau de l'évolution de l'immobilier. Exactement. Donc, c'est très très compliqué de définir quand est-ce que va intervenir le retournement et pour quelles raisons, puisque tous les retournements qu'on a subis dans la promotion immobilière, dans l'immobilier en général, ce sont des retournements qui ont été non visibles, non prévus et complètement subis, et souvent pour des causes exogènes. Oui. Et donc comment on fait pour se prémunir de ça ? La première chose, qui pour nous est analysée, c'est que la dernière crise qu'on a en tête, c'est celle de 2008-2009. Effectivement. Et donc le fait de nous concentrer sur les métropoles, c'est volontaire, c'est-à-dire que sur les 17 plus grandes métropoles françaises, la chute de l'immobilier en 2008-2009 était de 8%. Donc on estime qu'en prenant cette base-là, 8% du chiffre d'affaires en moins, qu'est-ce que ça donne sur une opération de promotion immobilière ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les opérations de promotion ou de marchand, généralement elles oscillent avec des marges brutes entre 8 et pour les plus rémunératrices 20%. Donc du coup, théoriquement, la baisse du chiffre d'affaires est absorbée par la marge de l'opération. D'accord. Donc ça, c'est la première réponse. Donc le risque de perte de rendement ou du capital sur un retournement de marché tel qu'on l'a connu en 2008-2009 est assez faible. D'accord. Néanmoins, on essaye quand même comme le cycle, on ne sait pas comment il peut évoluer, on essaye quand même de diluer les risques en travaillant sur des zones géographiques qui sont très différentes. Et nous, l'investissement moyen chez Limo, c'est 2500 € par projet, par personne. Ce qui fait que les gens se répartissent le risque entre guillemets. D'accord. Donc ça, on encourage bien sûr à faire ça. Et l'autre sujet, c'est qu'on travaille on est en train de travailler en ce moment sur la possibilité de faire participer nos investisseurs à l'achat des logements au même titre que ce qu'on fait sur la participation en fonds propres, pour réallouer le risque vers de la location qui là est beaucoup moins cyclique que la vente de logements, de telle manière à ce que on puisse diluer un peu le retournement de marché potentiel. Très bien, merci Damien Truchard. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes président cofondateur de l'IMO et que votre société constitue aujourd'hui un acteur majeur du crowdfunding immobilier. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins comme le crowdfunding. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.